2-0 à la mi-temps et 3-0 tout de suite après la pause sur ce tir de Rezo. Borelli ne peut que freiner la course du ballon. Toulon réduira la marque par Ricord sur penalty. Ricord va lui aussi réussir le doublé. La défense de Laval va passer au travers. Ricord lui en profite, mais c'est trop tard. Victoire de Laval, 3-2. Au classement, Marseille est maintenant leader avec 1 point d'avance sur Bordeaux. Toulouse, 3e à 6 points. Auxerre, 4e à 7 et Monaco, 5e à 8. Dans le bas du classement, Rennes est pratiquement condamné à la 2e division. Sochaux, Nancy, Toulon, Saint-Étienne et le Racing vont tout faire pour éviter d'être le 2e relégué. Et samedi prochain, les Girondins de Bordeaux reçoivent l'Olympique de Marseille. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Alors Didier, le but, c'est quoi le but de la semaine? C'était bien délicat, déjà il y en a eu 17. Si on enlève les 4 buts de Marseille, ben, ça fait 1,4 buts par match, c'est maigre. Bon, enfin j'en ai trouvé un, pour plusieurs raisons. Enfin fallait bien en mettre un. Il n'est pas si mal que ça d'ailleurs, vous allez voir. On va voir. Finalement, nous avons choisi le premier but de Marseille marqué par Forster, et cela pour plusieurs raisons. Regardez, tout d'abord le placement. Forster part de très très loin, c'est bien joué, il sera de face. Regardez maintenant, il est à la lutte avec un joueur sochalien, et là, c'est l'expérience, le métier. Il fait écran avec son corps, donc ce joueur de Sochaux sera battu. Ensuite, c'est le côté psychologique de l'affaire qui va faire la différence. Tout le monde pense que Kuben va reprendre le ballon de la tête, mais Forster anticipera jusqu'au bout au cas où. Cela lui réussit. Attention, il est un peu court pour le pied droit. Alors, ça sera la tête et toute la hargne de Forster ici qui illustre à merveille le football anglo-saxon et en particulier donc le football ouest-allemand, le plus beau de cette semaine. Eh bien oui, je suis content. Bien sûr, je suis content. Je suis content pour Napoli, pour Diego Maradona et pour la ville de Napoli. Pourquoi là, il faut savoir qu'ils sont des tifosi meravigliosi, ils sont chaleureux. Napoli, Napoli! Non, moi je suis plus tranquille. Je suis un tifoso médiocre, tranquille, avec la classe. Napoli. C'est plus classe. Eh bien oui, Naples enfin va avoir le Scudetto, c'est vrai, c'est-à-dire sur le maillot la saison prochaine, enfin normalement, hein, parce qu'ils ont 5 points d'avance, c'est très difficile à rattraper en Italie. Napoli a des sauts à toi. Maintenant c'est à toi Naples, et c'est vrai que tout le monde est content parce que Naples jamais dans son histoire n'a eu ce Scudetto. C'est le spécial Italie, ça commence, accrochez-vous bien. Alors évidemment c'est la fête à Naples et on va voir tout cela avec notre envoyé spécial Cyril Saunière. Il reste quand même quelques journées, mais enfin, à notre avis, Napoli a des sauts et tout haut. L'accent. Le 29 mars a sans doute été une journée décisive pour Naples dans sa course au titre de champion d'Italie. Ce jour-là, la Juventus de Platini s'est inclinée 2-1 dans un San Paolo plein à craquer, près de 90 000 supporters. Après cette rencontre, on se demande évidemment s'il est encore possible d'arrêter Maradona et ses petits camarades dans leur irrésistible ascension. Quelques jours plus tard, Naples semble se reposer de ses émotions, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. En fait, les Napolitains engrangent des réserves pour la grande explosion à venir. Explosion qui pourrait faire pâlir de jalousie le voisin Vésuve. Car cela fait 60 ans que l'on attend cet événement, 2 fois approché mais jamais atteint. Le Scudetto sera plus qu'une récompense, un don du ciel. Je peux vous dire qu'il y aura un tremblement de terre de l'enthousiasme. Vous avez préparé quelque chose? Oui, mais on n'en parle pas pour le moment, on évite même d'y penser. En attendant, rien ne peut arrêter les tifosi. Il n'est pas rare d'en voir 20 000 assister à l'entraînement de leurs idoles. Aujourd'hui, jeudi, Maradona est absent, il vient d'avoir une fille et ils sont quand même entre 12 et 15 000. C'est dire l'enthousiasme et les passions que suscite ce sport en Italie. À la sortie, nous avons demandé à l'entraîneur si ses troupes étaient encore assez fraîches pour assurer la dernière ligne droite. L'équipe va bien, avec des hauts et des bas, comme à chaque fin de saison. Il y a ceux qui sont plus ou moins blessés, mais le moral est au plus haut. Si l'entraîneur évite les pronostics, le public, lui, est convaincu. C'est une question de jour, mais l'affaire est entendue. Évidemment, on est tenté d'y croire, à moins que la Camorra n'y mette son grain de sel. Au début de la saison, le Totonero, les paris clandestins donnaient le Naples à 13-1. Il n'empêche, les Napolitains confiants ont misé près de 10 millions de francs gagnants. En cas de victoire, la Camorra
devra donc rembourser près de 1,5 milliard. Alors, interviendront-ils? Non, ça c'est sûr. Aussi, M. Cutolo, le chef de la Camorra qui est en prison, a dit « c'est moi qui veux le scudetto ». Et alors, si près du but, un échec serait évidemment injuste, mais il ne faut pas vendre, etc., etc., même quand cela semble gagner. Nous, à Téléfoot, on a déjà vendu. Alors évidemment, cela ne fait pas l'affaire de l'AS Roma, qui a été battue dans le même temps par l'Udinese. Rome, qui a pourtant réalisé une bien belle saison, qui avait été à deux doigts, vous vous en souvenez, l'année dernière, de battre sur le fil la Juventus de Turin. Vous savez qu'à Rome, il y a le monsieur, là, non, c'est lui, c'est un phénomène, c'est Zibi, parce que je dis Zibi, parce que son vrai prénom, pardon, c'est assez difficile à prononcer. Boniek, donc, est à l'AS Roma depuis 2 ans. Alors nous sommes allés le voir, et puis on a parlé de choses et d'autres, évidemment, de Platini, du championnat italien, etc., etc. Boniek a donc quitté la Juventus il y a 2 ans pour l'AS Roma. Première surprise, depuis quasiment le début de la saison, il évolue au poste de libero. Vous le voyez ici dans sa surface de réparation face à l'attaque de Vérone, avec notamment Paolo Rossi, son ancien coéquipier de la Juve. Mais je suis un libéro qui a l'occasion de monter vers les buts adverses. Et je ne renonce pas à jouer devant, car même si libéro dans ces conditions me plaît énormément, j'espère revenir vers le milieu dans un futur assez proche, car c'est plus excitant de jouer attaquant. Son avis sur Naples et le parcours de cette équipe. Eh bien, pour le moment, ils ont démontré une grande régularité en accumulant les points avec un formidable Maradona. Mais le championnat se joue sur 30 matchs. Aussi, avant de vraiment se prononcer, il faut attendre encore un petit peu. Il est loin le temps où Platini faisait des ravages dans le championnat. Que lui manque-t-il pour retrouver le chemin des filets? Et il lui manque un peu Boniek, non? Non, pour rester sérieux, je crois que nous avions une belle complicité avec Michel sur le terrain et en dehors à l'époque. Et puis, c'est important, dans cette équipe, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient pour lui. Maintenant, les données sont un peu différentes. Et oui, Platini-Boniek, c'était, vous vous en souvenez, un sacré tandem. Les deux joueurs se trouvaient, pour ainsi dire, les yeux fermés. Boniek, le 11, pour Platini, le 10. Platini qui se dirige immédiatement vers son Polonais chéri. En plus, Boniek était le genre de joueur qui possédait un style de jeu idéal pour Platini. Lui seul savait exploiter à merveille les longues ouvertures de Michel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et Platini a du mal à jouer en profondeur avec des joueurs comme Laudrup et Serena. Alors Zibi, que va faire la Platine la saison prochaine? Je dirais qu'il est préférable que vous alliez à Turin pour le demander à Platini. Mais je pense qu'il sera délicat pour Michel de rester en Italie, parce que je ne le vois pas jouer dans une autre équipe que la Juve, mais le mieux, je vous l'ai dit, c'est que vous alliez lui poser la question vous-même. Oui, mais Michel ne nous parle plus. Bon, passons. Le championnat italien est-il toujours aussi relevé? Tout d'abord, je dirais qu'il y a sûrement moins de grands joueurs, car il est de plus en plus difficile de trouver des étrangers de super classe. En plus, en ce moment, le football italien ne produit pas vraiment de jeunes joueurs de talent, et puis je crois qu'il y a le problème de la violence, qui dépasse le cadre du championnat et qui est inhérente à la société dans laquelle nous vivons. Pas la violence dans le jeu, bien sûr, mais la violence des supporters. Ce n'est pas seulement un problème de supporters italiens, que ce soit en France, en Hollande, elle est partout. Et cela ne vient pas du championnat, mais du monde dans lequel nous vivons. Dernière question, mon cher Zibi, votre pointe de vitesse est-elle toujours aussi bonne? Personnellement, je crois que oui. Je crois que sur quelques dizaines de mètres, je vais aussi vite qu'avant. Mais dans le monde du calcio, on va bientôt me critiquer, car pour les journalistes et tous les autres, quand on a atteint la trentaine, on vous met l'étiquette de vieux joueur. En tout cas, pour un vieux, il est encore pas mal, notre Zibi. À Rome, en tout cas, on ne regrette pas de l'avoir chippé à la Juve. Il marque encore des buts et il est toujours porte-tête, ce qui lui a valu récemment une expulsion. Enfin, quand on est encore de temps à autre chien fou, c'est qu'on est toujours jeune, pas vrai?
Alors la semaine dernière, dimanche dernier, c'était le choc entre Naples et la Juve, c'est-à-dire entre Platini et Maradona. Alors nous nous sommes amusés avec Frédéric Jaillant, enfin c'est lui qui s'est amusé tout seul, c'était un bon plaisir, c'était pas évident à faire. Il a disséqué le jeu des deux champions. Vous allez voir que Platini n'est pas à la traîne, contrairement à ce que certains imaginent peut-être. D'ailleurs en Italie, il est toujours considéré et aux dernières nouvelles, il aurait une bonne petite touche avec Tottenham. Bon, n'anticipons pas trop et on va s'amuser comme nos confrères de la rubrique italienne, c'est-à-dire disséquer le jeu des deux champions, les points faibles, les points forts, enfin tout cela sur une partie donc sur le dernier match entre Naples et Juve. Frédéric Jaillant. Question. Sachant que Platini a touché 55 fois le ballon pendant le match, combien de temps l'a-t-il conservé? Réponse. 20 secondes, 90 secondes ou 6 minutes? La bonne réponse, 90 secondes, soit 1 minute et demie. En moyenne, quand il reçoit le ballon, Platini le conserve moins de 2 secondes. Maradona, lui, a touché le ballon moins souvent, 43 fois au lieu de 55. Pourtant, il l'a gardé plus longtemps, 2 minutes, donc 120 secondes au lieu de 90. Explication, Platini joue le plus souvent à une touche de balle, Maradona, lui, préfère la contrôler. Ici, Platini est en mouvement et donne immédiatement. Là, Maradona, lui aussi, va faire une passe, mais seulement au bout de 3 secondes. Bilan en 43 interventions. Maradona a perdu le ballon à 8 reprises. 8 erreurs également pour Platini, mais 12 interventions supplémentaires. Donc, un meilleur taux de réussite, 85% contre 80% pour Maradona. Tendance confirmée par les notes des journalistes italiens. 6 sur 10 pour Maradona, selon la Gazzetta, mais 7 sur 10 pour Platini. Tendance également confirmée par les tirs au but. Il y en a eu 10 de chaque côté, mais sur les 10 tentatives de Naples, une seule. Cette tête plongeante fut l'œuvre de Maradona. En revanche, sur les 10 essais de la Juve, 6 furent signés Platini. Finalement, Platini et Maradona ont en commun de n'avoir pas marqué. Match nul également en ce qui concerne les passes décisives. C'est Platini qui donne ce ballon à Serena et c'est Maradona qui, un peu plus tard, est à l'origine du deuxième but marqué par Naples. Égalité encore pour ce qui est du marquage, rigoureux, exercé sur l'un et sur l'autre. Platini était suivi de très près par De Napoli et Maradona était rarement laissé libre par Favero. Résultat, Platini a donc été meilleur, mais c'est Maradona qui a gagné. La fête peut commencer à Naples, 5 points d'avance à 6 journées de la fin. Quant à la Juve, elle a passé le pouvoir. Image frappante, les équipiers de Platini cafouillent. Dépit du joueur français, il regarde son entraîneur en bas de l'écran et tourne le dos à la partie. À l'adresse de ses équipiers, Platini a eu plusieurs fois des gestes de protestation. Encore une fois, il a trouvé son équipe trop défensive. Voyez la position de 7 joueurs de Turin sur cette image et la suivante. Pourtant, la Juve est menée 2-1 et il reste moins de 10 minutes à jouer. Encore 2 minutes et ils ne sont que 3 attaquants pour 7 défenseurs de Naples. Dans l'autre camp, Volpecina rate son tir. Maradona pourtant l'applaudit, il avait davantage confiance et il avait raison. Et il avait raison et il remportera donc sans doute le Scudetto. On peut rendre hommage à Maradona pour terminer ce spécial italien. Alors j'ai demandé à Mike Bazzani, il a un copain qui fait des piges de temps en temps avec Johnny Hallyday, c'était le guitariste de son dernier concert avec Rocky, qui est un leader du groupe bien connu Mike Lester Band, enfin vous connaissez peut-être pas, de rendre hommage à Maradona, c'est-à-dire de faire vite une petite chanson et en 2 heures, hop, tout était ficelé. Alors avec Thierry Brunner évidemment, c'est un jeu d'enfant pour le montage. Vous allez voir donc les meilleurs moments de Maradona dans le championnat italien et soyez de cette saison évidemment, et soyez très vigilants, c'est-à-dire qu'il faut lire la traduction tout en regardant l'image, sauf si vous comprenez l'italien, alors là c'est fantastique. C'est la détente musicale pour terminer ce spécial Italie.
Voilà, ce spécial Italie est terminé, mais la rubrique étrangère continue et on reste en Europe parce que mercredi, Thierry, les affaires reprennent Les affaires reprennent pour Bordeaux et une fois de plus, les Girondins vont débuter un tour de Coupe d'Europe en jouant à domicile. Ça leur arrive vraiment très souvent face à une équipe difficile, Lokomotiv Leipzig, qui les avait sortis il y a 3 saisons et qui s'appuie, je crois, Didier, sur une défense extraordinaire puisque je crois que le Lokomotiv n'a concédé que 10 buts depuis le début de la saison. Ce que va nous confirmer notre envoyé spécial en RDA, Philippe Huy. Bordeaux n'a pas gardé un très bon souvenir de Leipzig. Il y a 4 ans, les Girondins avaient perdu le match aller et le match retour en grande partie à cause de lui, Richter. Le match contre Bordeaux, ça reste un super souvenir pour moi. À l'époque, je débutais dans l'équipe de Leipzig et à l'aller comme au retour, j'ai marqué 2 buts. Alors j'espère que l'histoire se répétera cette année. Pas mal pour un joueur dont le football n'est en principe qu'une distraction, mais il ne faut pas rêver, vous avez très peu de chances de croiser un joueur sur un chantier. D'abord parce qu'il a un emploi réservé, la plupart des joueurs sont électromonteurs dans une usine de métallurgie locale. Ensuite, à l'Est comme à l'Ouest, coupe plus championnat, plus Coupe d'Europe, plus équipe nationale, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose. C'est vrai, le football m'absorbe beaucoup, en dehors il y a ma famille et les sports d'hiver. Mais de toute façon, il n'est pas question que je quitte Leipzig ou la RDA. Ici, j'ai vraiment tout pour être heureux. Vous le voyez, Richter est content de son sort. Le professionnalisme et l'Europe de l'Ouest, ça ne le tente vraiment pas. À Leipzig, il a en plus l'avantage de jouer dans une très bonne équipe. La preuve avec ce superbe but de Leipzig. C'était mercredi dernier contre Bischofswerda. Le Lokomotiv de Leipzig a gagné 2-0. Et il partage toujours la première place du championnat de RDA avec le Dynamo de Berlin. En dehors des 2 buts, les jaunes se sont créés pas mal d'occasions, mais ils ont régulièrement échoué comme Marshall sur le gardien. Pas mal de gâchis devant et derrière, difficile de juger, notamment le gardien, l'un des meilleurs du monde, René Müller. Il n'a pratiquement rien eu à faire pendant 90 minutes. Moi, je ne suis qu'un joueur dans l'équipe. Quand on gagne, on a été bon à 11. Maintenant, quant à savoir si on est meilleur aujourd'hui qu'il y a 4 ans, franchement, je n'en sais rien et je ne m'amuse pas à comparer les années. Mais je crois que globalement, il n'y a pas grand-chose de changé. Et c'est vrai, en 4 ans, l'équipe n'a pas beaucoup changé. L'ossature est restée la même, avec bien sûr Müller dans les buts, Krier et Zotschke en défense, Bredow et Altman au milieu et Richter en attaque. Richter, ce n'est pas lui qui a gâché cette occasion. À ce moment-là du match, il était déjà sorti, mal en point, et il n'est même pas tout à fait sûr de jouer le match aller. Cela ne fait bien sûr pas les affaires de l'entraîneur Tom Halley, qui a dû laisser mercredi Liebers, meilleur buteur du club, dans les tribunes. Richter et Liebers absents, cela représenterait tout de même un gros handicap pour Leipzig. Je ne crains rien, je vois ce match d'une manière très réaliste. Je sais que nous avons le potentiel pour rendre la vie dure à Bordeaux. Maintenant, le fait d'avoir gagné il y a 4 ans, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir. Les Allemands de l'Est ne doutent pas et les Girondins auront intérêt à réussir leur premier match à Bordeaux. À Leipzig, on prépare déjà le retour et le grand stade, le Zentral Stadium. Si tout se passe bien, c'est là que devrait avoir lieu la deuxième manche dans ce stade de 90 000 places avec une pelouse dans un triste état, pas vraiment faite pour les artistes, mais ce n'est pas ça qui va couper l'appétit des supporters de Leipzig. Et le Zentral Stadion ne rappelle pas que des bons souvenirs aux footballeurs français. On reste dans le football européen avec les éliminatoires de l'Euro 88 et Didier commence avec la belle performance de l'Espagne en Autriche, à Vienne. Oui, bravo l'Espagne qui a remporté Il ouvre la marque à la suite de ce coup franc par Eloy, une très belle combinaison, donnée comme ça un centre sans contrôle. C'est vraiment remarquable. Nous enchaînons maintenant avec l'Autriche. Un bon slalom là et finalement un petit cafouillage qui se termine par un but de Linzmayer. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps, l'Espagne à l'attaque. Et nous allons retrouver, une fois que Caldéré a pu donner ce ballon, notre ami Eloy à la 58e minute. Donc l'Espagne reprend l'avantage, mais l'Autriche va égaliser une nouvelle fois à la 64e minute par Polster. Et oui, le rebond juste avant Zubizarreta, c'est imparable.
Mais je vous l'ai dit, l'Espagne va l'emporter. Et à la toute dernière minute, après un festival de l'attaquant du Barcelone FC, Carrasco. Donc belle victoire de l'Espagne, 3-2. Et voici les classements de ce groupe 1. L'Espagne donc est très bien placée. Si ça va bien pour l'Espagne, Didier, ça va beaucoup moins bien pour le Portugal qui recevait Malte à Funchal. Et Placido marque le premier but pour, je dirais, l'équipe C du Portugal qui mène à 1-0. Égalisation un quart d'heure plus tard par Mizzi sur penalty pour les Blancs de Malte. Et à la 69e minute, après ce penalty transformé donc par Mizzi, c'est la sensation. Les jeunes Maltais sont à l'attaque et Boussoutill réussit un but superbe qui permet aux Maltais de mener 2-1 au Portugal. Pour les Portugais, Placido égalisera, mais décidément, ça va bien mal pour l'équipe nationale. Dans ce groupe, le Portugal n'a plus rien à voir, ça se jouera entre l'Italie favorite et la Suède. Nous passons maintenant au groupe 4 avec le match Irlande du Nord-Angleterre. L'Angleterre qui est pratiquement qualifiée dans ce groupe car elle l'a emporté 2-0. Vous avez vu une première tête de Butcher, hélas, une vieille connaissance, Brian Robson, souvent éloigné des terrains pour blessure. Intérieur du pied, c'est bien fait, Chris Waddle, donc 2-0 pour l'Angleterre qui fait cavalier seul, je vous l'ai dit, dans ce groupe 4. La Yougoslavie recevra l'Angleterre prochainement, mais enfin. Pas de problème pour le pays de Galles face à la Finlande. Rush a marqué le premier but et vous allez voir un deuxième but à l'origine de laquelle on retrouve Ian Rush. Ce but sera marqué par Hodges. Galles battra la Finlande 4-0 à Cardiff. Les autres buts, Phillips et Jones. Un groupe très ouvert, bien malin qui dirait le nom du qualifié. La Bulgarie a battu l'Irlande 2-1 grâce à Sadkov et Tanev sur penalty à 2 minutes de la fin. Et la Belgique a battu l'Écosse 4-1, 3 buts de Claesen et un but de Desmet. Les Belges ont réussi le match qu'il ne fallait pas manquer pour garder une chance de qualification. Il faut toujours compter avec ceux que l'on surnomme les Diables Rouges dans ce genre de rencontre. Il est content, monsieur Tiss. Là encore, bien malin qui pourra départager Belgique et Bulgarie. Et tout à l'heure, vous avez vu la première division. Alors, c'est normal que la deuxième vienne après la première, mais la deuxième est toujours un peu moins présente.